Écoute ça. Bonjour, vous me connaissez, je suis le père Eric et je travaille aussi dans les pompes funèbres. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre, c'est que vous savez, dès l'instant où il y a un décès, où on procède à l'inhumation ou la crémation, on ne doit pas dépasser le délai de 6 jours. Au-delà, il faut faire une dérogation préfectorale. Là justement l'État, de 6 jours, ils sont passés à 14 jours, parce qu'il va y avoir tellement de décès, dû à ce que vous savez, qu'ils ont prévu à peu près 20 millions de morts. Voilà, je suis désolé de vous avoir prévenu comme ça, mais c'est le cas. Et il y a une recrudescence de cancer, d'infarctus, de tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, je suis désolé de vous apprendre ça comme ça. On s'est fait avoir. Bon bah ça y est, on y est. Alors je vous ai recherché le décret en question qui date du 10 juillet 2024, donc c'est récent. Ça peut être vérifié bien sûr, puisque vous aimez bien toujours vérifier ce qu'on vous dit. Que dire de plus, mis à part que c'est représentatif de la réalité, puisqu'on sait très bien qu'il y a une recrudescence de maladies diverses et variées, de décès, etc. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, et à très bientôt. Bonjour à tous, alors je vais être très bref. J'ai été sollicité pour donner mon avis sur ce que les autorités ont appelé un attentat à la synagogue de la Grande Motte ou à proximité de la synagogue, puisqu'il semblerait que le bâtiment n'ait pas été affecté, ce qui n'enlève rien à la gravité de l'événement, naturellement. Compte tenu des éléments de revendication, on sait que c'est la synagogue qui était visée, donc ça sert à rien de s'étendre sur le fait que effectivement ça se passe à 10 mètres ou à 20 mètres. Bon, voilà. Alors... je vais aller droit au but. En ma qualité d'expert des questions de police et notamment de contre-terrorisme, et c'est comme ça, la réalité c'est que j'ai une connaissance parfaite de ce domaine au regard de mon expérience professionnelle et de ma formation. Je suis tout à fait légitime à donner mon avis et je considère que cette affaire est tout simplement, alors en supposant naturellement que les éléments qui nous soient transmis par la presse soient factuels et réels, c'est une affaire qui est clownesque. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai presque cru à une plaisanterie, bien que naturellement les criminels et les terroristes, qui ne font pas exception à la règle, sont toujours des gens dangereux. Être bête. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre ? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté ? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser.
Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant. Tiens, regarde, là c'est plus concret. Là tu le vois bien. Là t'es au cœur du problème. Voilà. La voiture elle est juste là, juste derrière cet arbuste là. Je sais pas ce que c'est comme modèle là, on la voit. C'est cette voiture là qui a brûlé. Voilà. Et qui a fait ça là. Sur le... Voilà. Alors j'ai oublié. La synagogue elle est là. Voilà. Elle est là la synagogue. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Enfin, je sais pas, je vois pas la relation entre les deux. Voilà. Ils sont en train de contrôler des gens. Tout le quartier il est balisé, bloqué. Donc comme je vous disais, soi-disant le terroriste ou je sais pas quoi, il se serait réfugié là-bas, là, dans cette école. Bon. Apparemment, c'était pas le cas. Donc là, je vous fais la suite. Voilà. La synagogue, elle se trouve derrière cet immeuble. Ok. Voilà. Donc là, on va aller droit vers là-bas. Et bien sûr, avant que j'y arrive, ça va couper. Voilà, là, vous avez toute la vraie histoire, là. Ça, c'est pas la presse, là. Moi, j'ai rien à gagner, rien du tout. Je m'en fous. Voilà. Ça, c'est le bâtiment, H2O. Voilà. La voiture, elle a brûlé, elle est là. Littéralement, clairement. Voilà. Là, on a la synagogue qui est là. Donc, on va y aller, hein. On va y aller. Je vais vous faire le tour de la synagogue. Espérons qu'il n'y aura pas de problème. Bien sûr, Alors, je suis allé sur Google, j'ai cherché la synagogue de la Grande Motte, la voici. Et voici l'immeuble incendié. C'est un immeuble de bureau en face de la synagogue. La synagogue n'a jamais été touchée. Pourquoi nous faire croire le contraire et faire tout un battage médiatique sur la synagogue? Je vous pose la question. Donc voilà, je vais poser ça là comme si que j'étais une décérébrée du casque, un oisillon de 3 jours qui est en train de prendre la béquille de Drahi sur BF Merde. Je m'explique. On regarde les images du bâtiment en feu. Donc j'analyse l'image, je vois un bâtiment sur pilotis de barres de béton là. Et là il y a la cave, ou le garage, je sais pas ce que c'est, en feu. Et donc je me dis donc, voilà, ça c'est ce que me présente BFM, CNews, surtout CNews, hein, avec grand plaisir d'ailleurs, parce que quand il faut cracher sur les Arabes, les musulmans, eux, ils sont les premiers. Et je me dis, mais quand je fais des recherches à savoir où est la synagogue, elle est là. Ça, c'est la synagogue en question. La synagogue rue André Malraux à la Grande Motte. Il y a un problème. On a un problème. Regarde, la Grande Motte, la synagogue, le bâtiment en feu. On n'est pas du tout dans le même genre de construction. La possession, comme le chamanisme, est un mode d'approche du sacré par les moyens des techniques corporelles, parfois violentes, qui peuvent déboucher sur l'extase. Ces techniques font appel à une curieuse faculté de l'esprit humain qui est celui du changement de personnalité, du dédoublement de la personnalité. Alors, on peut dire que quelqu'un est en état de possession quand il se manifeste avec une personnalité qui ne lui appartient pas du tout dans une époque antécédente. Expliquez-moi alors le phénomène d'un point de vue, disons, presque physiologique. Au point de vue physiologique, on note cette série étrange de phénomènes. Un être parle avec une voix qui n'est pas la sienne, a des mouvements musculaires qui sont plus forts que ceux qu'il a habituellement, il bouge, il est insensible à la douleur, il est insensible à la saignée. Donc il présente toute une série de manifestations corporelles complètement différentes de celles qui sont de la condition normale. Est-ce que c'est selon vous un phénomène surnaturel? Je m'adresse aux professeurs, aux scientifiques.
Non, absolument pas. Moi, je suis physiologiste, vous avez raison de me poser la question comme ça. C'est pas du tout un phénomène surnaturel. C'est l'apparition de phénomènes physiologiques qui appartiennent à une autre sphère de la personnalité. Mais alors, pourquoi précisément ce phénomène fait dire à tout le monde c'est surnaturel, c'est magique, c'est de la sorcellerie, c'est extraordinaire? Parce qu'en effet, comme je vous disais tout à l'heure, le dédoublement de la personnalité en soi est magique. S'il y a quelque chose qui paraît constant chez l'être humain, c'est la permanence d'une structure qui est celle de notre personnalité. Si à l'improviste, nous nous conduisons, nous parlons, nous gesticulons, notre voix change, etc., il y a là évidemment quelque chose de sacré, d'improviste, qui suscite l'impression du surnaturel. Or, il n'est pas du tout un fait surnaturel. Comment expliquez-vous que la voix change, par exemple? La voix change parce qu'il y a probablement une intensité d'afflux nerveux sur les cordes vocales qui fait que la voix devient plus aiguë ou plus basse, de telle sorte qu'on peut penser à un autre être qui parle par notre bouche. Y a-t-il encore dans nos contrées dites civilisées des cas de possession connus? Écoutez, il y en a certainement au sud de l'Italie, à Tarente, par ces formes qui sont des formes de tarantisme qui ont été étudiées par un de nos meilleurs psychosociologues, De Martino, qui a étudié ça à fond. Ce sont des phénomènes de tarantisme, c'est-à-dire des êtres commencent à s'agiter, à parler, à danser d'une manière complètement différente. On attribuait ça, au point de vue traditionnel, à la morsure d'une araignée, la tarente. Et ces manifestations sont des manifestations absolument scientifiques de possession. Même un être très civilisé, occidental, moderne, peut être saisi par la possession. Absolument, il y a tout le temps ce cas-là. Écoutez, maintenant je ne voudrais pas vous dire quelque chose qui paraît paradoxal. Des grands rituels de possession sont parfois les défilés politiques, ou le martèlement du même slogan, ou le trépignement des pieds, ou le hurlement rythmique dit de la même façon, correspondent à des grands rituels de possession. L'emploi des couleurs, l'emploi des couleurs des mouchoirs colorés, etc. Tout ça répond très souvent à un rituel de possession. Un match de football, c'est à beaucoup de points de vue un état de possession qui crée chez les spectateurs un état second de comportement qui n'a rien à faire avec le comportement lucide, rationnel. Donc, il y a, ci et là, au sein de la civilisation occidentale, des îlots de possession que nous avons domestiqués, auxquels nous donnons des noms tout à fait inoffensifs et sécurisants, mais qui correspondent à des états de possession et comme tels devraient être analysés. Pourquoi vous êtes intéressé à la possession? Écoutez, moi, je me suis toujours occupé de physiologie du système nerveux. Je m'occupe d'images. Et je crois que l'étude de la possession à notre époque peut donner des résultats extraordinaires. Parce que la possession en soi-même est à la source de 3 phénomènes extrêmement importants. La naissance du théâtre. Finalement, le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est un acteur qui change de personnalité et une autre personne. Nous sommes là devant, nous nous émouvons, nous pleurons, tout en connaissant parfaitement l'état civil de l'acteur, en sachant qu'il ne mourra pas, etc. Voilà une première source de possession. Le théâtre est une des formes de possession, surtout à ses origines dionysiaques. La deuxième, c'est la psychothérapie. Nous savons très bien que c'est justement grâce au changement de personnalité que Freud a pu faire ses découvertes de psychanalyse. Et donc, l'étude de la possession nous illustre beaucoup sur la démarche de la psychanalyse. Et en troisième lieu, la naissance des religions. Vous savez que dans beaucoup de religions primitives, surtout les religions animistes, il est fondamental d'étudier la notion de changement de personnalité ou bien de la descente d'un esprit divin sur un corps qui est un corps humain. Donc voilà 3 raisons. L'étude d'histoire des religions, l'étude de la psychothérapie et l'étude des origines du théâtre qui peuvent pousser à l'analyse de la possession comme à un des phénomènes capitaux de l'histoire des civilisations humaines.